chers collègues, nous reprenons ce matin les auditions pour le second volet de notre étude sur la coopération régionale consacrée au bassin atlantique. Pour ce rapport, nous avons désigné un binôme de rapporteurs, Madame Evelyne Corbière-Namazo, sénatrice de La Réunion, et Madame Jacqueline Eustache-Bregnaud, sénatrice du Val d'Oise, que je remercie chaleureusement pour leur implication. Nous accueillons Monsieur Arnaud Montré, ambassadeur chargé de la coopération régionale dans la zone atlantique, récemment nommé puisque vous avez pris vos fonctions, Monsieur l'ambassadeur, en mars dernier. Comme ses collègues pour les autres bassins, Monsieur Jean-Claude Brunet pour la zone de l'océan Indien que nous avons entendu l'an dernier et Madame Véronique Roger-Lacan pour la zone Pacifique que nous auditionnerons pour le dernier volet, vous êtes spécifiquement chargé de renforcer la coopération entre les territoires ultramarins et les États voisins. Nous vous remercions donc vivement d'avoir répondu à l'invitation de la délégation sénatoriale aux Outre-mer et de participer à cet échange. L'insuffisante intégration des Outre-mer dans leur environnement proche, déjà observée l'an dernier pour les collectivités du bassin indien, a conduit notre délégation à se pencher sur les pistes d'amélioration de la coopération régionale, car les défis sont nombreux et d'envergure. J'en citerai quelques-uns. La lutte régionale contre le narcotrafic dans les Antilles et en Guyane, les questions transfrontalières, la question des normes européennes et du développement des échanges commerciaux, ou encore le suivi des conséquences régionales de la crise haïtienne. Et j'ajouterai aussi le fléau des sargasses, de l'invasion des sargasses qui touche tous les territoires de la zone Caraïbe. Nous attendons de vous, Monsieur l'ambassadeur, un panorama des accords de coopération entre la France et les États de la Caraïbe et du bassin nord-amazonien. Dans quels domaines principaux ont-ils été conclus? Où faut-il porter les efforts? Quels sont les grands projets structurants de la coopération dans cette région? Nous nous interrogeons aussi sur le rôle que jouent ou pourraient jouer les Outre-mer français dans la définition et l'animation de la politique étrangère de la France avec les pays voisins. Comment l'enjeu ultramarin est-il intégré à vos réflexions, à votre travail quotidien? Je vous précise que notre délégation s'est déplacée en Guyane et au Suriname et s'est rendue à Bruxelles, car nous défendons notamment l'idée d'une politique européenne de voisinage ultra-périphérique, issue d'une proposition de notre précédent rapport sur le bassin indien. Comme à notre habitude, un questionnaire indicatif vous a été transmis afin de guider nos échanges. Je laisserai nos rapporteurs vous questionner après votre exposé liminaire, puis d'autres collègues poseront à leur tour des questions s'ils le souhaitent. Vous avez la parole, Monsieur l'ambassadeur. Merci Madame la Présidente. C'est à moi de vous remercier de votre invitation, car j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le rapport que vous avez fait sur le bassin océan Indien, et je serais heureux de contribuer à votre rapport sur le bassin Antilles-Guyane, Caraïbes au sens large, Grande Caraïbe, puisque c'est un bassin tout à fait riche. Nous avons un nombre de collectivités françaises d'Amérique important. Et au vu de la qualité de votre premier rapport, je serais vraiment très heureux de contribuer à la rédaction du second. Comme vous l'avez rappelé, ma nomination est récente, de la mi-mars 2025. Dès cette nomination, l'agenda a été extrêmement chargé, puisque nous avions la conférence de Nice qui se profilait début juin et qui a toujours été vue comme un rendez-vous très important, notamment en matière de lutte contre les afflux massifs de sargasses, avec le projet de plan d'action qui avait été évoqué, mais tout était à faire en mars dernier. Donc nous avons pu préparer un projet de plan d'action international, en interministériel d'abord, avec la région Guadeloupe ensuite. Je crois que c'est un très bel exemple de partenariat pour répondre à votre question sur comment nos collectivités françaises d'Amérique peuvent travailler conjointement avec les services de l'État et la diplomatie. Je crois que ce que nous avons fait sur les sargasses en est un bon exemple. Et puis ensuite, consolider ce plan avec nos partenaires dominicains, costaricains et mexicains pour le présenter à Nice.
et ensuite envisager ensemble les suites sur ce dossier sur lequel nous pourrons parler si vous le souhaitez. Deuxième dossier très urgent, la Banque de développement des Caraïbes, puisqu'elle était le retour de la France dans le capital de la Banque des Caraïbes était prévu par le SIOM de 2023. Et à partir de mars-avril, nous avons pu accélérer la concertation entre les ministères pour qu'une lettre des trois ministres, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'économie et ministre délégué à la coopération, aux partenariats internationaux comme on dit aujourd'hui, puisse partir dans les meilleurs délais, marquer auprès du secrétariat de la BDC notre souhait de revenir à son capital et donc commencer les négociations pour un accord. Il y avait aussi le sujet de la CARICOM, puisque la Martinique a rejoint la CARICOM comme membre associé au sommet de la Barbade en février dernier. Et nous avons un double chantier. D'abord un chantier interne en France pour faire approuver par le Parlement l'accord sur les privilèges et immunités qui rendra effectif l'adhésion de la Martinique comme membre associé. Et puis un chantier avec la Guyane, puisque celle-ci peut également rejoindre, c'est une de ses priorités, comme l'a confirmé la collectivité territoriale de Guyane lorsque j'y étais il y a un mois. Et donc nous avons obtenu du ministre des Affaires étrangères une lettre reconfirmant son souhait que la Guyane, comme les autres CFA, rejoignent la CARICOM comme membre associé. Et nous devons travailler maintenant à la négociation d'un accord en prévision de cette adhésion. Enfin, il y avait la visite d'État du président brésilien en France et plus largement tous les dossiers transfrontaliers avec la Guyane qui était tout à fait important. La commission mixte transfrontalière qui s'est tenue début juin et nous avons pu travailler sur ces différents aspects. Ceci posé, après cette période, donc cette prise de fonction et cette période initiale très intense, j'espère pouvoir avoir maintenant un peu plus de temps pour poser les grands chantiers. Je vois vraiment mon rôle comme un catalyseur interministériel au service des collectivités d'outre-mer. Je crois que c'était l'ADN du poste quand il a été créé à partir de la loi d'orientation sur l'outre-mer de 2000. Et c'est vraiment ce à quoi je vais m'employer. Je me suis déjà rendu en Guyane. Je reviens de Martinique où j'étais avant-hier. J'ai pu rencontrer le président Letchimy et les autres acteurs martiniquais. Et je leur ai à tous dit que je voyais ce poste comme, au sein de l'État, une porte d'entrée pour soutenir les initiatives internationales qu'ils souhaiteraient mener et surtout mener la coordination interministérielle ici à Paris parce que c'est un enjeu sur des sujets qui sont souvent transversaux et assez complexes. Il y a beaucoup d'acteurs impliqués et s'il n'y a pas une tête chercheuse à Paris qui anime cette concertation interministérielle, les choses avancent lentement. Oui. Alors ces grands chantiers vont se faire dans la perspective de la prochaine conférence de coopération régionale anti-Guyane, pour lequel je n'ai pas encore de date, puisqu'il s'agit de trouver une date qui convienne à l'agenda de deux ministres, ministre d'État chargé des Outre-mer, et aussi ministre chargé des partenariats internationaux et de la francophonie, puisque M. Mohamed Souaili suit de très près ces questions de politique régionale, et je veux dire que c'est un grand appui aussi au sein du ministère des Affaires étrangères. On voit bien quels sont les... Mais donc la CRAC se tiendra probablement en fin d'année 2025, en Martinique, puisque c'est le cycle qui a été agréé au moment de confier la précédente CRAG à Saint-Martin. En fait. Et je crois que ça a été un très grand succès. Alors, quels sont les grands chantiers? Ce sont les thèmes que vous connaissez, qui ont d'ailleurs été formulés dans la stratégie de bassin agréée par l'État et les 5 collectivités françaises d'Amérique lors de la CRAC de Saint-Martin. Sécurité, environnement, économie et échanges humains et culturels. Alors sur la sécurité, on voit bien qu'il y a eu de nombreuses initiatives, une réorganisation de notre réseau qui est en cours et sur laquelle je serais heureux de parler avec vous. Je crois que c'est un de vos centres d'intérêt qui répond à une évolution du phénomène des narcotrafics que vous décrivez, des trafics illicites en général, puisque les choses sont généralement liées.
puisque, pour dire les choses assez à grands traits, bien sûr, mais on voit une réorientation des flux, des narcotrafics qui allaient d'Amérique du Sud vers les États-Unis, vers l'Europe, au fur et à mesure que les États-Unis se tournent vers d'autres drogues, notamment les drogues de synthèse, type fentanyl, qui conduisent à réorienter la cocaïne vers l'Europe. Et c'est un sujet majeur sur lequel nous avons de nombreux acteurs impliqués et il faut trouver une synergie, qui est un sujet important. Depuis plusieurs années, nous évoquons la possibilité d'organiser une conférence régionale de sécurité. Donc il faut réfléchir à comment maintenant l'organiser, la mettre en place, sous quel format, avec quels acteurs. Nous avons aussi le programme Alcorca, que mène le ministère des Affaires étrangères, des CSD, depuis 2015, qui ressemble à ces académies régionales de sécurité qui ont été poussées dans le bassin océan Indien, dans le bassin Pacifique, mais qui restent encore limitées par ses moyens et ses ambitions. Et donc peut-être qu'il y a là un chantier important sur lequel travailler. Ensuite, en matière de sécurité civile, qui est le deuxième pilier de ces questions de sécurité, beaucoup est fait déjà, des exercices existent, les forces armées, les forces françaises aux Antilles et en Guyane s'investissent sur ces sujets, travaillent avec leurs partenaires. Nous voulons négocier un accord avec la CDMA, qui est l'agence de la CARICOM en charge des questions de sécurité civile. C'est un casse-tête juridique, je dois dire. Mais si nous arrivons à avancer, ça permettra d'avoir un cadre dans lequel développer nos actions. Voilà, vraiment très rapidement sur les questions de sécurité, nous pourrons y revenir. Sur les sujets environnementaux, chacun sait que la Caraïbe est une des régions les plus fragiles du monde face aux évolutions environnementales en cours. Les sargasses en sont un exemple. Je crois que nous sommes graduellement en train de passer d'une période où on s'est beaucoup interrogé sur l'origine du phénomène des sargasses et sur la gestion directe des afflux massifs qui avaient comme caractéristique d'être assez irréguliers. Et ils étaient massifs certaines années, moins d'autres années. Maintenant, les choses changent. Les afflux sont à la fois massifs et réguliers, comme le montre cette année 2025, qui bat tous les records, puisque nous sommes à... Ce sont des chiffres très difficiles à évaluer, bien sûr, mais nous sommes à environ 70% de masse de sargasses supplémentaires qui circulent en Atlantique en ce moment par rapport aux années records de 2022-2023. Et je crois que des territoires comme Saint-Martin commencent à être touchés, alors que c'était particulièrement marquant pour la Guadeloupe et la Martinique, qui, cette année, les images qui arrivent, et je l'ai vu en Martinique quand j'y étais avant-hier, sont assez choquantes. Donc il faut qu'on continue notre initiative internationale sur les sargasses. Je pourrais en parler plus longuement avec vous. Je crois que la perspective ultime, c'est aussi de renforcer nos efforts en termes de valorisation, d'implication du secteur privé, pour essayer de trouver une chaîne de valeur viable qui permette de trouver une solution pérenne à ces afflux massifs qui sont amenés à se répéter. Les sargasses, c'est vraiment le dossier le plus visible, je crois, environnemental, mais ils sont très nombreux. La mer des Caraïbes est un écosystème très fragile. Et donc, il faut travailler ensemble sur l'assainissement. Il y a des très beaux projets qui sont menés dans ce domaine par l'Agence de l'eau de Martinique, sur la préservation du littoral, et des problématiques montantes, comme les brumes de sable, qui sont un sujet sur lequel nos compatriotes des Caraïbes sont de plus en plus alertés et voient les conséquences pour leur environnement et pour leur santé. Sur le sujet économique, vous l'avez très bien souligné, Madame la Présidente, il y a une vraie réflexion à mener sur les raisons de l'isolement de nos collectivités françaises d'Amérique dans leur environnement régional. C'est une approche multifacteur qui est absolument essentielle. La question logistique est clé, mais nous pourrons y revenir plus en détail. Mais les liaisons restent, et peut-être que c'est malheureusement la structure sur laquelle il faut travailler, mais reste un passage des marchandises par l'Hexagone avant d'être dispatchées vers d'autres destinations. Les liaisons aériennes sont difficiles, donc pour tout ce qui est promotion des services
Il y a là un sujet tout à fait majeur, toutes les prestations intellectuelles que nos compatriotes, que nos entreprises basées à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane peuvent fournir, nécessitent des connexions aériennes meilleures. Il y a un sujet de normes que vous avez évoqué, je pourrais y revenir plus en détail. Et puis il y a un sujet de compétitivité qui doit être nécessairement pris en compte. Enfin, sur les échanges humains et culturels, je crois que nous avons, et j'en parlais avec le vice-président de l'Université des Antilles, basé à Fort-de-France, nous avons encore beaucoup à faire sur tout ce qui est attractivité étudiante notamment. L'attractivité étudiante, c'est important parce que si elle est bien calibrée, c'est aussi un facteur d'immigration, immigration qualifiée. Et j'y suis particulièrement sensible comme ancien chef de service des visas au ministère de l'Intérieur. Et donc, nous pouvons travailler sur ces dimensions pour des territoires, je laisse la Guyane de côté, pour des territoires qui auront une question démographique avec un vieillissement de leur population et un besoin notamment de services de santé. Et nous devons réfléchir à moyen terme à comment répondre à ce besoin. Voilà en quelques mots, Madame la Présidente, quelles sont mes priorités, quelles sont, je crois, les priorités de tous les acteurs investis sur la coopération régionale dans la zone. Il y a plus largement peut-être un moment à saisir, parce que plusieurs évolutions sont en cours dans cette zone caribéenne. D'abord, je crois, une plus grande acceptabilité de la diversité de cette zone. Nous le voyons à la CARICOM, qui a longtemps été une enceinte très anglophone et qui est maintenant intéressée. Je crois que la présidente de la CARICOM actuelle, Madame Mia Motley, l'a dit au président de la République quand ils se sont vus en marge de Nice. Il y a vraiment un intérêt pour développer les liens avec toute la Caraïbe francophone et des opportunités à saisir pour nous dans cette organisation régionale et dans les autres, puisque l'OECO a également des programmes tout à fait intéressants pour la promotion du français. Je crois que le fait que Saint-Martin ait rejoint l'OECO est très positif, alimente cette impulsion. Et puis, il y a un retrait américain, en tout cas une relation qui est plus complexe avec les États-Unis, même de la part des acteurs de cette zone, comme la République dominicaine, qui sont proches traditionnellement des États-Unis, ce qui ouvre un espace peut-être pour proposer, essayer de reprendre l'intuition qui avait été celle du sommet France-Caraïbes il y a à peu près un peu moins de 10 ans. En tout cas, pour essayer de voir quelle proposition peut être faite aux pays caribéens pour une initiative commune avec la France et avec l'Union européenne, qui sont ses grands partenaires. Comment est-ce que nous pouvons organiser tout ça ? C'est ce à quoi je suis en train de réfléchir pour porter ce message politique fort. Voilà, et après cette intervention liminaire plus longue que ce que j'aurais voulu, je suis vraiment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Pardon. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Je vais sans plus tarder laisser la parole à notre collègue, c'est qui veut débuter, Jacqueline Eustache-Brinio. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Donc, j'ai bien noté que vous êtes arrivé récemment, que vous avez déjà fait des déplacements et que tout reste encore à construire et à faire. Mais je voulais revenir sur 2-3 petits sujets, puisqu'on a fait un déplacement, nous, il n'y a pas très longtemps, Guyane, Suriname, et je voulais revenir sur 2 sujets. Vous avez abordé un sujet important, le narcotrafic. C'est vrai que c'est un vrai sujet pour ce bassin des Caraïbes. On voit bien que et la Guyane est confrontée aussi à ça. Et je pense que c'est vraiment l'un des sujets, pas le sujet majeur, mais un des sujets importants. Et peut-être on va y revenir. Mais est-ce que vous pensez, enfin voilà, quelles sont les pistes d'amélioration de cette coopération sur ce bassin, sur la lutte contre le narcotrafic? C'est une priorité pour notre pays, mais au sens large du terme, c'est métropole et territoire ultramarin. Je pense que les dégâts sont divers, avec les conséquences sont diverses aussi, mais elles sont graves et l'avenir de ces territoires ultramarins peut aussi en dépendre. Mais il n'y a pas que le narcotrafic, il y a aussi, vous ne l'avez pas abordé, mais je pense que vous l'avez suggéré, le gros problème de la pêche illégale. Je pense qu'on ne peut pas faire abstraction de ce sujet, de l'orpaillage en particulier pour la Guyane.
je vais peut-être poser une question qui bouscule, mais la place de la Chine sur tous ces sujets-là, en particulier sur la pêche illégale et l'orpaillage, la place de la Chine n'est pas anodine, hein, on le sait, on l'a vu, on l'a constaté. Je pense que tout le monde le sait, il va bien falloir le poser un jour de manière très claire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, sur les sujets un peu géopolitiques, entre la Guyane et Suriname, on a un sujet de frontière. Il y a un certain nombre d'actes qui ont été posés, qui n'ont pas été signés par la France, mais pas signés par le Suriname. Je ne sais pas, est-ce que vous avez pu aborder ou réfléchir sur ce sujet? Il y a des élections récentes qui ont eu lieu au Suriname. Le président a changé, c'est une présidente. Est-ce qu'on peut espérer que, enfin, cette partie de la frontière pour laquelle il y a eu un accord entre le Suriname et la France puisse aboutir? Il en restera encore un petit bout, mais en tout cas, ça serait quand même intéressant de savoir si on peut enfin acter cette frontière. Et puis, une autre question, c'est en matière de transport. Je pense que c'est important aussi de l'aborder, que ce soit aérien ou maritime. On a effectivement un sujet sur les déchets, les échanges agricoles. Est-ce que vous pensez, est-ce que, à votre avis, des projets de coopération sont en cours? Et si des projets sont bloqués, est-ce qu'on a abordé ou imaginé les blocages normatifs, budgétaires et diplomatiques qui peuvent se poser sur ce transport aérien ou maritime? Parce qu'on voit bien que quand même, on n'a pas l'impression que tout ça fonctionne bien. Et ces territoires ont quand même tous intérêt à fonctionner correctement sur ces sujets-là. Voilà, je ne voulais pas monopoliser la parole, mais je pense que voilà, sur ces sujets-là, il y a vraiment un enjeu rapide, des enjeux rapides à poser pour l'avenir un petit peu de ce bassin globalement, qui peut-être vu l'extérieur, moi qui ne suis pas ultramarine, puisque je suis d'ici, on a l'impression qu'il y a énormément de blocages et que ça ne fonctionne pas bien ensemble, alors qu'il y a un potentiel et une richesse importante sur ces territoires et qu'il y a des clés certainement à trouver pour que ça fonctionne mieux. Vous avez tout à fait raison, Madame la sénatrice. Si on prend les questions de sécurité, il y a quand même beaucoup qui a été fait. C'est un sujet qui a été largement balisé, notamment s'agissant de la Guyane. Et nous avançons au rythme de nos partenaires. Si jamais, je ne pense pas que côté français, il y ait eu un déficit de mobilisation. Non, non, absolument pas. Mais oui. Donc nous avons créé un centre de coopération policière avec le Brésil. Nous avons créé un centre de coopération policière et douanière avec le Suriname. Nous avons ces commissions mixtes transfrontalières avec le Brésil, les conseils du fleuve avec les Surinamais et les Brésiliens, à chaque fois pour essayer d'aménager le plus possible ces frontières, qui est la plus longue frontière terrestre de la France, et essayer d'évoquer les grands enjeux. Et parmi ces grands enjeux, il y a les questions de sécurité que vous avez mentionnées, notamment l'orpaillage, qui est vraiment un fléau. C'est surtout les préjudices environnementaux que pose le déversement du mercure dans ces fleuves qui sont fragiles. Et puis aussi un préjudice pour la France, puisque c'est quand même l'exploitation de ces réserves minières de façon illégale. Il y a une question sur les dialogues de sécurité. Donc nous n'avons pas encore la structure permettant un dialogue approfondi sur ces sujets sur une base régionale. Nous avons des dialogues bilatéraux qui sont plutôt de qualité avec le Suriname, avec le Brésil. La DGRIS du ministère des Armées a développé une initiative intéressante de dialogue stratégique sur le plateau des Guyanes qui se tient à peu près chaque année et qui permet des échanges d'informations qui sont des renseignements déclassifiés. Mais nous n'avons pas encore de dialogue proprement politique sur ces questions. Et c'est quelque chose à laquelle il faut qu'on s'attelle. Mon idée est d'utiliser les CRAG pour faire venir plus de partenaires étrangers. Après toute une période où les CRAG ont été très, très productives, elles ont permis beaucoup d'échanges, d'informations entre collectivités territoriales d'Amérique, nous pouvons peut-être passer à une phase où elles seraient plus opérationnelles et plus ouvertes sur l'environnement
puisque c'est quand même une dépense importante, ces conférences de coopération régionale, et donc si nous pouvons les utiliser pour mener des projets concrets avec des partenaires étrangers, faisons-le. En tout cas, c'est les propositions que je vais faire à mes 2 ministres de tutelle. Et donc nous pourrions utiliser la prochaine en Martinique pour avancer sur ce dialogue de sécurité proprement Antilles. Et puis la suivante qui a lieu en 2026 pour avancer sur un dialogue de sécurité plateau des Guyanes, puisque celle-ci aura lieu à Cayenne. Et nous allons voir comment peut-être utiliser ces 2 occasions pour promouvoir des dialogues de sécurité pour chacun de ces 2 questions qui sont liées, mais ça reste quand même des dynamiques un peu spécifiques. Il y a d'une part le Brésil, la Guyane, le Suriname, avec cette question de l'orpaillage qui a lieu massivement au Suriname, mais qui est surtout des nationaux brésiliens. Oui. Juste pour me permettre sur l'orpaillage et l'or, il y a un vrai sujet, vous l'avez rappelé, ils nous volent notre or, ils nous laissent le mercure, un peu de manière primaire. Il y a un vrai sujet quand même, et on l'a posé de manière un peu pour bousculer les choses, c'est-à-dire que l'or part au Suriname, acheté par les Chinois, sans traçabilité. Il y a un vrai sujet, c'est celui-là aussi. Alors je sais bien que ce n'est pas nous qui allons le régler, mais il y a quand même un sujet à poser au Suriname, c'est-à-dire que voilà, les Chinois repartent avec notre or, parce que c'est le sujet quand même, sans traçabilité. Donc voilà, je sais bien que ce n'est pas nous qui allons écrire les règles du Suriname, mais il y a peut-être des choses à poser avec notre coopération avec le Suriname quand même, qui nous prend beaucoup de choses, qui nous donne pas beaucoup de choses. C'est pas le sujet. On peut aider, on peut favoriser. On a quand même un problème à la frontière avec le Suriname, parce que quand on y voit, c'est un petit Mayotte hein, quand même, il faut juste le dire, c'est une réalité. Donc tout ça fait que ça déstabilise aussi une partie de nos territoires. Voilà. Et vraiment, je reviens sur la pêche illégale. Il y a des conséquences environnementales et des conséquences écologiques et des conséquences sur nos fonds marins qui sont dramatiques sur cette frontière-là, au nord. Donc, je pense qu'il faut qu'on... Voilà, c'est quelque chose qu'il faut peut-être poser aujourd'hui, parce que c'est pas... À mon avis, les conséquences, elles vont être rapidement dramatiques. Absolument. Il me semble. Absolument. J'allais d'ailleurs à votre question sur la Chine. Donc sur la Chine, pour l'instant, les efforts ont porté, et je crois de façon assez habile, et je le dis d'autant plus que j'étais pas à la manœuvre à ce moment-là, mais par des études académiques via des centres de recherche comme la Fondation pour la recherche stratégique, qui a commencé à faire un rapport qui est public en réalité, et qui commence à dire les choses par leur nom, notamment sur les approvisionnements en mercure dans la zone, l'absence de traçabilité sur le suivi du mercure, et puis, comme vous le dites, l'absence de traçabilité sur les exportations d'or, etc. Et c'est un point qui est important parce que, je crois que le rapport le dit lui-même, l'ambassade de Chine à Paris lit absolument tout ce qui sort de toutes les structures et qui peuvent concerner la Chine d'une façon ou d'une autre, et donc ils ont forcément une indication que ce sujet commence à être dans le viseur des autorités françaises. Et c'est une première manière de dire aux Chinois que quelque chose doit se faire et de documenter aussi la situation, parce que on est efficace pour évoquer un sujet que si jamais on a un dossier très solide pour montrer les choses. Voilà. Donc cette question de l'orpaillage est importante. Il y a aussi des efforts en cours, et très fondamental, il y a aussi des efforts en cours avec le Brésil afin de pouvoir faire des patrouilles conjointes et pas seulement coordonnées. Donc ça, c'est un sujet qui est important. Et je crois que ces questions de sécurité, aussi sur la question des visas, a vraiment été au cœur de la feuille de route bilatérale qui a été adoptée lors de la visite d'État du président de la République au Brésil en 2024. Et puis ensuite, lors de la visite retour, pardon de prendre ce terme, mais du président brésilien à Paris. Mais je crois que sur ce dialogue de sécurité, c'est quelque chose sur lequel nous voudrons faire porter l'accent, et je serai d'ailleurs très, très intéressé par les préconisations que fera la délégation, parce que tout est à construire. C'est un dialogue aussi que nous devons avoir sur les sujets environnementaux. Nous cherchons à nous rapprocher de l'OTCA, l'organisation du traité de la coopération amazonienne,
J'ai rencontré le secrétaire général de l'OTCA quand j'étais à Brasilia il y a quelques mois. Nous voulons nous rapprocher de cette organisation, mais voilà, il faut bien voir quelle est la position du Brésil, qui a tendance à segmenter dans des dialogues bilatéraux. La question de sécurité est peut-être un peu plus réticent sur tout ce qui est régional, mais nous pouvons travailler avec les Brésiliens sur cette question. Sur la pêche illégale, j'ai bien pris votre point. C'est un sujet absolument tout à fait important et beaucoup évoqué sur place, et qui pose la question aussi à la fois de notre marine, et l'utilisation de nos forces, et pour faire respecter les ZEE en général. Et puis aussi la question de la reconstitution des flottes de pêche dans les collectivités d'outre-mer, dans le territoire d'outre-mer, qui est un sujet en soi sur lequel la DGOM est pleinement mobilisée, et qui a un aspect européen absolument majeur. S'agissant du Suriname, comme vous l'avez dit, alors je n'y suis pas encore allé, j'ai préféré, quand je suis allé, j'ai préféré faire le flanc brésilien, donc Brasilia, Cayenne et Saint-Georges-Oyapock, où il y a beaucoup de sujets. C'est vraiment très important, puisque de l'autre côté de la frontière, il y a aussi des projets d'exploitation de champs de pétrole qui pourraient faire que cette partie brésilienne de l'État de l'Amapá, qui est actuellement assez pauvre, pourrait se transformer en une zone beaucoup plus riche, avec tous les problèmes aussi qui peuvent apparaître en cas de boom économique lié à l'exploitation pétrolière, et qui peut avoir un potentiel de déstabilisation aussi pour donc la partie Saint-Georges-Oyapock. Néanmoins, donc je ne suis pas allé au Suriname aussi parce qu'il y avait les élections et que nous attendons un peu quelles sont les orientations de ce futur gouvernement issu de ces élections du 25 mai. Donc la présidente vient d'être élue. Elle a réussi à trouver sa majorité des 2/3 à l'Assemblée surinamaise. Pour avoir cette majorité, elle doit s'appuyer sur certains partis dont on sait qu'ils ne sont pas favorables à la coopération avec les partenaires étrangers en général et l'Union européenne, les Européens en particulier, pour toutes sortes de raisons. Le parti historique de la présidente lui-même vient d'orientation qui n'était pas spontanément favorable à la coopération internationale, même si, une fois au pouvoir, je crois que les autorités surinamaises vont forcément voir que cette coopération est essentielle pour le développement du pays. Développement qui va connaître des évolutions futures avec les grands projets d'exploitation pétrolière. Il faut bien voir que le calendrier est très resserré. On parle des premières exploitations pétrolières dès 2027, et donc les choses risquent d'aller vraiment très très vite au Suriname. Et nous devons encore voir comment tout ça va se mettre ensemble. Je sais que notre ambassadeur sur place, Nicolas de Lacoste, fait un travail, vous l'avez sans doute rencontré, remarquable, pour baliser le terrain. Il a parlé à toutes les parties, de façon à surtout ne pas nous faire enfermer dans une relation bilatérale avec l'ancien président. Et donc nous allons voir comment les choses vont pouvoir se faire. Sur l'accord frontalier dont vous parlez, notre position est constante. Nous n'allons pas parler du dernier tiers avant que soit ratifié l'accord sur les 2 premiers tiers, la partie la moins contestée, dirons-nous. Il faut savoir que la présidente elle-même s'était exprimée contre cet accord, mais dans un contexte de politique intérieure surinamaise. Peut-être que les choses se présenteront différemment dans les prochains mois, mais c'est quelque chose que nous suivons avec beaucoup d'attention. De manière générale, le Suriname est vraiment un partenaire tout à fait important, et je crois que le ministère des Affaires étrangères le montre en nommant des ambassadeurs très gradés comme Nicolas de Lacoste dans ce pays qui n'était pas vraiment sur la carte il y a même quelques années. Donc, je crois qu'on peut saluer plus largement sur l'ensemble de la zone. Il y a quand même, je ne suis pas là pour distribuer des bons points à mes collègues, mais on a quand même des ambassadeurs et ambassadrices de très grande qualité qui sont nommés, ce qui reflète l'adaptabilité aussi du ministère des Affaires étrangères. Voilà, je le souligne devant les sénateurs. Sur le transport aérien et maritime, les déchets, les échanges agricoles,
transport aérien et maritime, je crois que la DGAC fait vraiment son maximum depuis quelques années. Il y a vraiment une impulsion nouvelle qui a été donnée depuis 2 ans pour simplifier la conclusion d'arrangements administratifs avec ces pays. Jusque-là, on attendait de faire des accords aériens en bonne et due forme. Les choses prenaient des années. Et maintenant, la DGAC procède par des arrangements administratifs qui doivent ensuite se consolider dans des accords aériens, mais ça nous permet d'avancer rapidement avec ces pays. Elle vient d'en conclure un avec la Barbade. Elle a conclu toutes sortes d'accords avec différents États de la zone. Je pourrais vous transférer la liste si c'est utile au travail de votre délégation. Mais il y a vraiment un effort qui est engagé de ce point de vue-là. Maintenant, une fois qu'on a signé les accords, ça ne veut pas dire que la ligne aérienne apparaît immédiatement, parce que derrière, c'est quand même des logiques privées, ce qui est tout à fait respectable. Et donc, il faut voir comment nous pouvons simplifier, créer les incitations pour développer ces lignes aériennes et une plus grande connectivité dans la zone, qui reste défaillante, et même parfois en recul, parce que beaucoup d'efforts avaient été mis dans le développement de liaisons aériennes avec Saint-Domingue notamment, avec la République dominicaine. Mais l'opérateur privé a ensuite décidé de fermer sa ligne parce qu'elle n'était pas rentable selon ses projections. Nous avons eu aussi des difficultés avec le Suriname, puisque les compagnies aériennes surinamaises ont été mises sur la liste noire de l'Union européenne. Et ça a fermé la ligne sur laquelle nous fondions tant d'espoir pour développer la connectivité aérienne de la Guyane. Maintenant, je pense que nos compatriotes de Guyane sont contents aussi de savoir que quand ils prennent un avion, celui-ci est sûr. Et donc, il faut essayer de mettre ensemble tous ces objectifs et toutes ces contraintes. Il y a quand même des aspects importants, je crois, à travailler, mais là encore, c'est un sujet sur lequel je commence seulement à m'atteler, donc je pourrais sans doute vous en parler plus en détail dans quelques mois. Mais sur les contraintes européennes en matière d'aide d'État, la possibilité de conclure des contrats sur plusieurs années avec des pertes lors des premières années et des anticipations de bénéfices futurs. Bref, toutes sortes d'instruments sur lesquels le droit européen nous contraint quelque peu et sur lesquels il faut travailler. Pour les déchets, tous les acteurs locaux citent la Convention de Bâle comme un obstacle pour l'exportation de déchets, alors qu'il y aurait peut-être des coopérations à trouver, même si ce n'est pas complètement évident parce que le coût du transport maritime est tel qu'on peut vraiment se demander si le recyclage de déchets dans d'autres territoires où les normes seraient peut-être moins contraignantes est vraiment une perspective crédible. Ce n'est pas complètement évident. La même question se pose sur les sargasses, par exemple. Est-ce que la valorisation de sargasses qui serait collectée au large de la Guadeloupe et de la Martinique dans des États comme la Grenade, qui serait quelque chose d'envisageable, c'est pas sûr qu'il y ait une vraie logique économique derrière, compte tenu du coût très important de transport de ces déchets ou de ces sargasses vers un État tiers, même proche comme la Grenade par rapport ou Sainte-Lucie par rapport à nos collectivités. Mais là encore, il faut mettre autour de la table un nombre assez important d'acteurs. On en revient à la question que vous posiez, Madame la Présidente, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un sujet de coordination interservice, interministériel, qui est majeur sur des sujets comme celui-ci. Donc sur les déchets, il y a des choses très intéressantes qui sont faites à l'échelle du bassin. Le programme Interreg a financé des coopérations, mais on est plutôt sur l'échange de bonnes pratiques, la circulation d'informations sur les technologies, ce qui est clé, hein, parce que on découvre que la meilleure manière de répondre à ces sujets environnementaux, c'est de développer des petites structures le plus possible et les plus robustes possibles et les moins chères possibles. Et surtout des solutions qui demandent une maintenance faible, parce qu'on se rend compte que les équipements avec une maintenance lourde derrière ne passent pas la barre des années. Il faut le prendre comme une réalité. On peut espérer développer les capacités administratives,
financières qui permettent à nos partenaires étrangers de maintenir en l'état des équipements, mais la réalité profonde, c'est que plus nous arrivons à développer des petits équipements avec une maintenance légère derrière, et plus nous apportons des solutions concrètes aux sujets environnementaux dans la Caraïbe. Je prends l'exemple de ce très beau programme CARISAM, qui a été développé par l'Agence de l'eau de Martinique, qui est vraiment un projet important. On est sur des enveloppes à 8 millions d'euros. Enfin, ça commence à devenir vraiment quelque chose d'important. Mais c'est le développement de systèmes de filtration par les plantes pour l'assainissement. Pas tout à fait individuel, mais collectif ou semi-collectif. Et voilà, il propose des solutions concrètes pour des partenaires qui sont vraiment dans des situations difficiles, type Cuba. Et la multiplication de ces petites solutions peut vraiment avoir un effet, d'après les projections faites par cette agence de l'eau, sur les pollutions au sein de la mer des Caraïbes, qui est vraiment très, très fragile là-dessus. Sur les échanges agricoles, on est aussi beaucoup dans des échanges de bonnes pratiques, modernisation sur la bioagriculture, etc. Il y a un très beau programme qui avait été mené entre 2021 et 2024 par l'INRAE Guadeloupe sur financement Interreg, sur ces échanges de bonnes pratiques, avec un volet aussi scientifique qui était mené par le CIRAD, qui est vraiment un très bel acteur. Je ne sais pas si vous avez prévu de leur parler, bien sûr. Moi, je suis toujours frappé de la qualité des projets qui sont menés. J'avais eu la chance, avant ces fonctions, de m'occuper... le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, m'avait demandé d'être son envoyé spécial pour la coordination de l'aide internationale sur Mayotte, après le cyclone. Et là, on voyait aussi tout ce que le CIRAD fait dans la zone, qui est tout à fait important. Donc c'est un très bel acteur, je trouve, de notre action scientifique et diplomatique. Alors après, il y a la question de nos échanges agricoles, mais on en revient à la question des échanges économiques au sens large, et je pourrais y revenir si c'est un sujet qui vous occupe. Merci, Evelyne Corbière-Namazo. Merci, merci, Monsieur l'ambassadeur, pour vos réponses, parce que finalement, j'avais des questions qui soulevaient les sujets que vous venez d'évoquer. Évidemment, sur la question des échanges agricoles, aussi sur la question des déchets, et finalement la nécessité, malgré tout, si on veut aller vers de la coopération régionale, de protéger les consommateurs français ultramarins. Et donc, moi, si vous voulez, j'ai deux questions. D'abord, sur le rôle de l'Europe, vous l'avez évoqué. On a l'impression que c'est beaucoup plus bloquant. Or, on sait que d'importants financements en Outre-mer proviennent de l'Europe à travers, il y a le FEADER, il y a aussi le FEDER et les fonds Interreg. Et finalement, aujourd'hui, l'Europe, elle se positionne plus comme un acteur important dans la protection de l'environnement aussi. Et comment est-ce que vous voyez la coopération régionale et à travers le soutien de l'Europe dans la mise en œuvre de stratégies, de plans stratégiques où chacun aurait sa place. Et sur le bassin atlantique, et là j'en viens à ma deuxième question, on est sur des États, notamment le Brésil, des États importants. Quels sont les programmes, et puisque quand on parle d'échanges humains et d'échanges culturels, il faut aller poser des bases bien en amont du volet opérationnel, j'ai envie de dire. Donc, quels sont les programmes éducatifs et pédagogiques qui pourraient émerger et finalement construire et mettre en œuvre des véritables filières pour qu'on ne soit pas sur du one-shot ou des accords qu'on écrit aujourd'hui sans véritablement des hommes et des femmes qui s'impliquent et qui s'engagent sur une voie pérenne de coopération pour que les liens tiennent finalement au-delà des choix politiques pris par les États, comme on le voit en ce moment au Suriname, par exemple. Moi, je suis sénatrice de La Réunion. Je sais qu'on a un seul professeur de portugais à La Réunion.
dans l'académie. Et on ambitionne de travailler avec, par exemple, le Mozambique, mais avec un seul professeur de portugais, on est loin d'arriver à des échanges fluides avec un État comme celui-là. Donc, l'enjeu est encore plus important, il me semble, en Guyane, mais aussi sur tout le bassin atlantique. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut embarquer les États voisins sur des programmes de développement et d'échange pour appuyer des opérations commerciales, économiques, mais qui tiennent compte de l'environnement, de la santé des populations, avec l'Europe et aussi notamment dans nos écoles françaises ultramarines. Merci. Vous avez tout à fait raison, Madame la sénatrice. L'Europe est un acteur tout à fait important. D'abord par ses financements. Pardon. Je disais, mais de ce que j'en vois sur mon territoire, on ne le voit qu'à travers ces financements. Et c'est peut-être ce qui manque. Exactement. Donc c'était la première partie de ma réponse qui en appelle une deuxième. Donc, sur les financements, effectivement, l'Europe fait beaucoup. Elle est assez en silo. Donc la DG Régio fait sa politique régionale, la PAC fait sa politique agricole, et la DG INPA fait sa politique d'environnement, enfin pas d'environnement, mais de sa politique pas étrangère, mais de coopération. Alors sur les fonds structurels européens, ils sont assez généreux avec l'outre-mer, vraiment très généreux. Rien que le programme Interreg, c'est vraiment beaucoup d'argent. Il y a 60 millions d'euros pour le programme Interreg Caraïbes, un peu moins de 10 millions d'euros pour le programme Interreg Amazonie. Donc le premier est géré par l'autorité de gestion, c'est la région Guadeloupe, et le deuxième, c'est la collectivité territoriale de Martinique. Ce sont des fonds qui sont vraiment importants. Le FEDER est généreux. Il y a beaucoup d'argent européen pour aider. Même chose pour la PAC, le fonds POSEI, même si, il y a toutes sortes de questions, mais là, je ne suis pas le mieux placé dans l'État pour en parler, sur la manière dont les filières sont faites, vu la prédominance de la filière banane et de la filière canne à sucre. Voilà, mais là, vraiment, il y a à l'outre-mer, au ministère de l'Agriculture, des gens très... dont c'est le métier, dont c'est la passion, je veux dire, qui peuvent vraiment vous parler beaucoup mieux que moi de ces questions. Mais juste pour signaler que la PAC dans nos collectivités françaises d'Amérique, telle qu'elle est construite aujourd'hui, n'est pas vraiment axée sur la coopération régionale, parce que on est vraiment dans un flux banane vers l'Europe, canne à sucre vers l'Europe. Voilà. Donc après, ce sont des questions vraiment très politiques, à voir comment ceci doit se faire. Et là, mais c'est pas à travers les sujets agricoles qu'on a beaucoup de marge de manœuvre financière côté européen pour développer la coopération régionale. Et puis, il y a ce que fait la DG INPA. Je me suis rendu à Bruxelles assez rapidement parce que je trouvais qu'il était vraiment fondamental de nous coordonner pour que la place des Outre-mer français soit vraiment prise en compte dans l'action de la DG INPA. On se retrouvait dans une situation un peu absurde, c'est anecdotique, mais c'était quand même, je crois, symptomatique, où la DG INPA organisait une grande conférence sur les sargasses à Bruxelles le 8 juin, alors que nous étions tous à Nice pour porter un plan d'action international du 6 au 13. Donc ça n'allait pas. Donc je me suis rendu à Bruxelles, rencontré le directeur de la DG INPA en charge des Amériques et des Outre-mer. Après notre dialogue, mais je pense aussi pour d'autres raisons, parce que leur conférence devait prendre un peu l'eau, mais cette conférence a été reportée au 8 octobre. Et au moins, on s'est pas retrouvé dans une situation où les acteurs recevaient des invitations sur des événements sargasses de part et d'autre. Et nous devons nous voir le 18 juillet avec une réunion assez approfondie. Je réunirai tous les acteurs des différents services de l'État concernés pour de nouveau rencontrer la DG INPA qui vient à Paris pour parler notamment des sargasses et comment nous coordonner sur les sargasses et sur perspectives de valorisation que nous évoquions. Donc la DG INPA, elle finance beaucoup de choses.
avec un accent fort mis sur les sargasses, parce qu'elle a bien compris que c'était une problématique régionale majeure et aussi une porte d'entrée vers les États de la Caraïbe, pour intéresser les États de la Caraïbe aux relations avec l'Union européenne. Elle finance aussi d'autres actions dans le domaine de l'environnement. Et puis, elle a ce programme important qui s'appelle El Pacto, assez juste, qui vise à faire du renforcement de capacité dans la lutte contre le trafic illicite et les narcotrafics, et dont nous nous efforçons qu'ils prennent davantage en compte la présence des RUP, et notamment des collectivités françaises d'Amérique, puisque actuellement El Pacto, c'est un peu une logique de guichet, c'est-à-dire si des États tiers se montrent intéressés à une coopération, l'Union européenne les accompagne et prévoit des financements derrière. Il est important, je crois, que les États membres aient peut-être plus leur mot à dire sur la manière dont sont fixées les priorités El Pacto, même s'il faut bien voir que pour la DGINPA, ça signifierait un renversement de perspective, parce qu'eux ont beaucoup théorisé le fait que la demande devait venir de l'État tiers, parce que ça fait partie un peu de leur concept structurant, que ce n'est pas à la DGINPA ou à l'Europe de dire aux États tiers ce qu'ils doivent faire. Et donc, voilà, il y a, même du point de vue conceptuel, il y a une dialectique à trouver, mais je suis sûr qu'on va la trouver. Voilà à peu près, c'est vraiment un grand trait ce que fait l'Europe dans la zone. Je pense que votre idée d'avoir un plan stratégique avec l'Europe est tout à fait fondamentale pour essayer d'intégrer nos CFA dans la réflexion globale. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai dit à la DGINPA sur les sargasses, c'est qu'on n'allait pas continuer comme ça à avoir des actions d'un côté et puis de l'autre. Après, ça, c'est la perspective financière. Mais il y a un vrai sujet sur l'articulation du marché européen et de l'insertion régionale d'un point de vue économique. Et je crois que l'idée que nous voudrons pousser, c'est peut-être d'avoir une révision périodique menée par la Commission européenne, qu'il faut bien intéresser au sujet, parce que je pense que des directions générales comme la Direction générale du commerce, la DG Trade, a vraiment beaucoup de sujets de préoccupation. Je ne suis pas sûr que les RUP soient vraiment au cœur de son action. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver le moyen d'obliger, entre guillemets, la Commission à s'intéresser au sujet sur une base régulière. Juste sur ce sujet-là, si vous me permettez, monsieur l'ambassadeur, en fait, on s'aperçoit quand on travaille sur ces sujets que l'Europe, d'abord, la France est le seul pays européen à avoir autant de territoires ultramarins et dans le monde. Les autres pays n'en ont quasiment plus ou pas du tout, ou n'en ont jamais eu. Et donc, en fait, l'Europe, elle s'est construite avec l'Europe ici, quoi. Sans nos territoires ultramarins. On s'en aperçoit à chaque fois qu'on bouge et à chaque fois qu'on réfléchit. Donc, en fait, on applique, nous, des règles qui ne s'appliquent pas dans nos territoires. Alors, on va voir, le mercure va avoir des conséquences dramatiques sur des populations chez nous, mais en même temps, on les empêche d'aller acheter, par exemple, de la viande au Brésil parce qu'elle ne correspond pas exactement à nos normes, alors que ça fait 5 générations qu'on mange cette viande au Brésil, en Guyane. Donc, c'est le sujet, on s'en aperçoit. Moi, à titre personnel, je ne réfléchissais pas à ça avant de l'avoir vu, mais on s'aperçoit qu'on applique dans ces territoires des règles qui sont totalement en décalage avec la réalité. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre en danger nos populations en disant faites ce que vous voulez avec n'importe quoi, mais on pourrait alléger les choses, en tout cas tenir compte, et l'Europe doit tenir compte que la France, elle a des territoires ultramarins. C'est la seule qui est à travers le monde, et l'Europe n'en tient pas compte du tout, du tout. Et c'est pas facilitateur, monsieur l'ambassadeur. Merci. Voilà. Monsieur, si vous permettez, comme il nous reste vraiment très peu de temps, je vais laisser la parole à notre collègue Annick Petrus. Après, je terminerai et on vous enverra un deuxième questionnaire parce que c'est une audition vraiment très passionnante et il y a beaucoup de questions qui se génèrent au fil de l'audition. Merci Madame la Présidente de me donner la parole. Merci à Monsieur l'ambassadeur pour votre présence et vos réponses. Je me prends à espérer et je me dis, puisqu'on est allé jusqu'à nommer un ambassadeur chargé de la coopération régionale, ça veut dire qu'on a enfin compris qu'il y avait
une très belle carte à jouer et qu'aujourd'hui, nous avons un repère, nous avons un nom, nous avons quelqu'un vers qui nous pouvons nous tourner. Cette coopération est indispensable déjà pour la France, parce que je reste persuadée, mes collègues l'ont dit avant moi, que la France a toute sa carte à jouer. La France ne profite pas assez de ces territoires ultramarins et de la proximité des voisins de ces territoires-là et de la richesse, que ce soit de nos territoires et des territoires qui sont à proximité, et de tout ce que nous pouvons faire ensemble pour résoudre pas mal de situations. Maintenant, je vais revenir en tant qu'élue de Saint-Martin. Je suis particulièrement sensible à l'enjeu de l'intégration régionale des Outre-mer, notamment dans des domaines prioritaires comme la santé, la formation professionnelle, la transition énergétique, etc. Malgré des accords cadres existants, les coopérations concrètes peinent encore à se structurer. À Saint-Martin, pourtant entouré d'îles voisines anglophones, hispanophones, néerlandophones, la diplomatie de terrain reste trop souvent théorique. Pourtant, nous ne restons pas immobiles. À Saint-Martin, la volonté d'intégration régionale est réelle et assumée. Notre territoire s'est engagé activement dans cette dynamique. Récemment, au mois de mars, avec son adhésion historique à l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, avec une coopération transfrontalière renforcée avec Saint-Martin, notamment à travers le partage d'un radar météorologique et la mise en œuvre d'une stratégie commune dans le cadre du programme Interreg Caraïbes, avec l'organisation sous notre île de la 17e conférence de coopération régionale Antilles-Guyane et la participation active de la collectivité à la 29e conférence des présidents des RUP. Donc pour Saint-Martin, comme pour l'ensemble de la Caraïbe, la coopération régionale n'est pas un concept abstrait, c'est une promesse d'avenir. Notre ambition est claire, renforcer notre ancrage régional, intensifier nos échanges et bâtir une intégration plus harmonieuse dans cet espace stratégique. Ma première question porte donc sur les leviers que la diplomatie française peut mobiliser pour lever les freins juridiques, budgétaires ou institutionnels qui entravent encore l'implication active des collectivités d'outre-mer dans les organisations régionales. Nous avons besoin d'outils simples, souples, efficaces, pas d'usines à gaz technocratiques, mais de projets transfrontaliers à effet immédiat pour nos populations. Le deuxième point, c'est la coopération transfrontalière avec nos voisins du Sud. Il existe déjà des coopérations locales concrètes. Je pense à la gestion partagée du radar météo, à des actions communes en santé, en sécurité civile notamment, mais elles restent encore souvent fragiles ou ponctuelles. Alors, existe-t-il du côté de la diplomatie française une volonté de consolider ces coopérations à travers des mécanismes bilatéraux ou multilatéraux plus robustes avec les Pays-Bas? Et quel rôle votre ministère peut-il jouer pour soutenir cette diplomatie de proximité si essentielle sur une île partagée? Enfin, un mot sur les régions ultrapériphériques au sein de l'Union européenne. Comment articulez-vous votre action avec celle des institutions européennes pour défendre les intérêts géopolitiques, économiques ou sociaux des RUP dans leur environnement régional? La dimension stratégique des RUP, notamment dans la Caraïbe, est-elle aujourd'hui suffisamment prise en compte dans la diplomatie française? Je vous remercie. Merci, monsieur. Merci, chers collègues. Donc, si vous voulez bien, puisqu'on nous annonce que l'ambassadeur d'Haïti est en train d'arriver, nous allons... j'ai quelques sujets à évoquer avec vous. Vous avez parlé de la sécurité. Bon, c'est un sujet Haïti. La problématique, les problèmes de sécurité en Haïti, on voit bien qu'Haïti, c'est un hub. Il faut dire les choses comme elles sont, du narcotrafic, il y a une violence, et tant qu'il n'y aura pas de sécurisation de ce territoire, on verra la violence augmenter dans les autres. On le voit, ce qui se passe en Guadeloupe, en Martinique, depuis le début de l'année. Encore hier, notre collègue de Guadeloupe a interrogé le ministre de l'Intérieur sur le nombre de meurtres depuis le début de l'année en Guadeloupe. Donc, dans le cadre de vos travaux, est-ce qu'il y a un volet un peu plus axé sur le développement, enfin l'aide à ce que ce territoire puisse retrouver une certaine sécurité? Sur la sécurité civile, j'ai été alertée par la décision des États-Unis qui suspendent le partage des données satellitaires pour la surveillance des cyclones.
C'est un sujet qui est important compte tenu de la violence du suivi des phénomènes. Et je sais que la population ultramarine antillaise est très, très attentive à ce suivi de ces phénomènes cycloniques. Quels seront les impacts, et cela créera un climat vraiment très anxiogène si elles ne peuvent plus y avoir accès. Sur les sargasses, alors j'ai découvert qu'à Barbade, il y a une expérience scientifique qui a été menée avec un premier véhicule fonctionnant au gaz naturel compressé. Donc c'est un gaz qui a été créé à partir des eaux usées des distilleries et un biométhane à base de sargasses. C'est une start-up qui s'appelle Rum and Sargassum qui a créé, qui est à l'origine en partenariat avec the University of the West Indies Cave Hill Campus. Dans le cadre, on a parlé tout à l'heure des échanges culturels, mais aussi des échanges scientifiques. La France pourrait lancer avec les territoires, les autres territoires, de manière à mieux gérer cette problématique de sargasses. En 2019, j'ai assisté à la première conférence internationale sur les sargasses où les entreprises étaient, étaient frileuses dans les investissements en se disant qu'on ne savait pas quel était le devenir de ces arrivages. Or, force est de constater qu'entre 2019 et 2025, les arrivages sont de plus en plus conséquents. Donc il y a vraiment, on voit que c'est un phénomène qui s'amplifie et il serait temps, comme vous l'avez dit, de passer de la théorie à la pratique et d'inciter des entreprises à se lancer dans des solutions un peu plus pérennes. Je voulais continuer, j'irai très rapidement, les collègues ont déjà tout dit. Les normes, vous avez évoqué les normes européennes, et c'est vrai que le bois du Brésil doit passer par Le Havre pour revenir en Guyane. On a vu aussi avec les citrons, donc il y a vraiment un sujet de régionalisation. Moi, je vois aussi, qu'on a parlé des déchets, sur le traitement, par exemple, des batteries. Nous sommes dans une logique de développer des véhicules électriques. Or, il s'avère que les entreprises maritimes ne veulent pas prendre la responsabilité de récupérer les batteries usagées, considérées comme trop dangereuses, pour les faire traverser l'Atlantique jusqu'en Europe. Donc, trouver des solutions dans l'environnement proche me semble extrêmement important. Et on a pu le voir aussi dernièrement avec un cargo qui a coulé dans le Pacifique à cause des véhicules électriques chinois qui s'étaient enflammés. Donc il y en a une pollution aussi de ce type et qui n'alerte pas trop l'opinion publique. Et enfin, sur les lignes aériennes, oui, j'entends que la Barbade a signé un accord de partenariat pour l'ouverture d'une ligne avec l'Hexagone, mais je pense aussi qu'il faut préserver les territoires français et l'impact de la France dans la zone Caraïbe, et qui me semblait peut-être plus judicieux de développer en Guadeloupe et en Martinique des hubs, comme je le vois par exemple avec la partie néerlandaise de Saint-Martin, l'aéroport de Juliana, qui est un véritable hub, et une petite compagnie locale, pour ne pas la citer, Winner, qui assure les liaisons entre toutes les petites îles aux alentours de Saint-Martin. Donc, voir un peu le dispositif et essayer de le développer. Voilà un petit peu tous les points sur lesquels je voulais vous alerter. C'est vrai que nous n'aurons pas le temps de tout débattre, mais nous sommes preneurs d'une contribution écrite de votre part, et puis nous restons aussi à votre écoute, parce que vous êtes, on va dire, le pivot de cette coopération et du développement économique dans la zone du bassin caribéen. Voilà, je voulais vous remercier pour cette audition qui a été vraiment très éclairante pour les rapporteurs et pour l'ensemble des personnes présentes. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Merci, Madame la Présidente. Je vais vous dire que je suis vraiment à votre disposition.
aussi pour répondre à une question qui tout à coup apparaîtrait dans votre travail, et je suis aussi à la disposition des administratrices, parce que, encore une fois, vos documents font vraiment référence, et je serais ravi d'y contribuer. Je remarque que pendant cette audition, nous n'avons pas beaucoup parlé des autres territoires dont j'ai la charge, notamment Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy. Saint-Martin, on s'est beaucoup centré sur Antilles-Guyane, même si bon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin appartiennent bien sûr à ce bassin. Néanmoins, elles ont des problématiques qui sont un petit peu particulières. Si on ne les a pas mentionnées, enfin, si je ne les ai pas spontanément mentionnées, c'est que c'est mon inclination naturelle de m'occuper de ces territoires, puisque j'ai été sous-directeur d'Amérique du Nord, j'ai été consul général à Boston. Je suis plutôt spécialisé dans l'Amérique du Nord au départ, et donc j'aurais vraiment à cœur d'essayer de faciliter autant que possible les relations avec les Canadiens, pour que nos compatriotes de Saint-Pierre-et-Miquelon puissent aller et venir, et puissent faire venir de la main-d'œuvre étrangère pour leurs activités économiques. Et puis, s'agissant de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, il y a un sujet de coordination avec les Hollandais, ça c'est sûr, mais aussi s'agissant de Saint-Martin, mais aussi d'attractivité touristique. Il se trouve que ces territoires se sont extrêmement bien débrouillés pour une action très sage, efficace, pour devenir vraiment des phares du tourisme caribéen. Mais si jamais il y avait d'autres sujets sur lesquels travailler, y compris approcher le public américain, ce que ces collectivités font déjà très bien, alors, en liaison avec Atout France, je serais vraiment là pour les épauler si elles en ont besoin.